Figée dans le froid, une forêt immense et pourtant méconnue s'étire au sud de l'Arctique. Ces arbres au feuillage toujours vert forment une bande de terre boisée, parcourant l'Alaska, le Canada, la Scandinavie et surtout la Russie, d'où vient son nom, la taïga. Un vaste anneau de forêt boréale qui encercle toute la zone subarctique de l'hémisphère nord. La taïga freine le réchauffement de la planète. Pourtant, sa végétation a besoin du feu pour se régénérer. La taïga représente une surface forestière de 1,2 milliard d'hectares, soit la superficie de tout le Canada et de la moitié de l'Union européenne réunie. Elle constitue la plus vaste étendue boisée continue de la planète, couvre près de 10% des terres émergées et exerce une influence déterminante sur les océans du Nord et le climat mondial. La taïga paraît inhabitée. Pourtant, des millions de personnes y vivent, disséminées dans des hameaux minuscules. Le Canadien Thomas Scott appartient au peuple Cree. Chasseur et pêcheur, il vit en symbiose avec la nature. Ici, c'est propre comme nulle part au monde. Les Cris chassent et pêchent pour se nourrir. La nature est aussi leur pharmacie. Ma belle-mère a pris froid. Je vais lui apporter du thé du Labrador. Ça la soulagera. La forêt est aussi un baume pour l'esprit. Quand je suis en forêt, plus rien n'a d'importance. Je n'entends plus que les arbres. La nature a le pouvoir de guérir. Notre terre nous soigne. C'est un endroit où l'on peut se recentrer sur soi. Une fois par an, les Cris célèbrent la danse du soleil, autour d'une construction réalisée en bois de la taïga. C'est un haut lieu de guérison. Les danseurs jeûnent pendant 2 jours sans boire une goutte d'eau pour renouer avec la vie au contact de la forêt. Pour le mât, on utilise du tremble, un arbre dont on peut vraiment sentir l'énergie. Après un feu de forêt, c'est le premier arbre à sortir de terre. Ça, c'est le nid de l'oiseau tonnerre. Il tournoie dans le ciel et décoche des éclairs sur la terre. D'où les incendies qui permettent à la forêt de se renouveler, de se régénérer. Peuple de la forêt, ils ont une connaissance intime du cycle de feu et de régénération. Au cours de son évolution millénaire, la taïga a produit des espèces végétales qui résistent aux incendies et vont parfois jusqu'à les favoriser. Mais aujourd'hui, le réchauffement climatique augmente leur propension à s'enflammer. Une menace qui pèse non seulement sur les habitants de la forêt, mais sur toute la planète. Les habitants de contrées plus clémentes n'associent pas la taïga au feu, mais à la glace. Dans leur imaginaire, c'est la forêt du Père Noël. Ces sapins en rang serré n'en sont-ils pas la preuve? Cette végétation est due au climat subarctique qui favorise la croissance de conifères robustes, capables de braver les hivers longs et rigoureux. La taïga est l'écosystème forestier le plus septentrional de la Terre. On l'appelle aussi la forêt boréale, d'après Borée, le titan de la mythologie grecque qui personnifie le vent du Nord. Borée fait chuter les températures jusqu'à moins 70 degrés.
Pour se protéger de ce froid glacial, les animaux sont pourvus d'une fourrure adaptée. L'ours blanc, par exemple, est couvert de poils creux qui piègent la chaleur, formant ainsi un parfait isolant. Le caractère inhospitalier de ce milieu limite l'intrusion humaine, si bien que la forêt boréale est restée largement intacte et demeure aujourd'hui encore la plus vaste étendue sauvage du monde. C'est une nature ingrate. Les terres sont couvertes de roches ou de marécages. Mais les pluies sont rares et l'absence de zones humides augmente les risques de sécheresse. Pendant l'hiver, toute l'eau de cet écosystème est prisonnière de la glace. Outre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, les habitants de la forêt boréale traversent 2 saisons intermédiaires marquées par l'alternance du gel et du dégel. Vers le mois de mai, la grande fonte des glaces commence. Dans la langue des cris, cette période se nomme le mini-scoumine. L'eau se remet à couler, tout comme la sève des arbres. La période de végétation dure à peine 3 à 4 mois, mais elle est d'autant plus intense. Malgré le froid et les sols pauvres, la forêt du Grand Nord constitue avec la forêt amazonienne l'un des 2 poumons de notre planète. Stockant 2 fois plus de carbone que l'ensemble des forêts tropicales, elle joue un rôle primordial dans la régulation du climat. Une station de recherche de l'université de Helsinki étudie les échanges gazeux entre les arbres et l'atmosphère. Le chercheur Tuukka Petäjä analyse les effets des émanations de la forêt. Quand on se promène, on a l'habitude de sentir ces effluves. Ces gaz font le parfum de la forêt. Ici, nous examinons les émissions d'hydrocarbures qui se dégagent de la forêt. Ce qui nous intéresse, c'est leur rôle dans la formation et la croissance des particules fines et l'impact de ces particules sur les noyaux de condensation des nuages. Sur la base de nos observations, nous avons découvert que ces particules déterminent également les propriétés des nuages. Leur pouvoir réfléchissant, par exemple. C'est important, car plus les nuages sont clairs, plus ils ralentissent le réchauffement climatique. La quantité de microparticules est si considérable que les nuages qui s'accumulent au-dessus d'une forêt sont toujours plus denses qu'ailleurs. Ces nuages étant plus clairs, ils réfléchissent davantage de lumière, empêchant ainsi une grande partie du rayonnement solaire d'atteindre la Terre. Cet effet parasol contribue au refroidissement de l'atmosphère. Mais ce phénomène thermique peut s'inverser. Chaque été, le climat aride et la végétation spécifique de la taïga font en sorte que la forêt boréale soit en partie détruite par les flammes. Toutes les plantes de cet écosystème sont adaptées au cycle de feu. Certaines en sont même tributaires pour assurer leur descendance, si bien qu'elles produisent une matière ligneuse facilement inflammable. À chaque espèce, sa stratégie de survie. Le peuplier faux-tremble est le feuillu le plus commun de la forêt boréale. En principe, les peupliers de la taïga périssent lors d'un incendie.
Aucun mécanisme d'adaptation ne leur permet de survivre en surface. Mais en profondeur, ils survivent en produisant des rejets souterrains qui percent après le passage des flammes. Le biologiste Christian Wirtz, de l'université de Leipzig, étudie les stratégies de survie des arbres face aux feux de forêt. La taïga russe est dominée par des espèces capables de survivre en surface aux incendies. Le pin sylvestre, par exemple, se dépouille de ses branches pendant sa croissance pour éviter que les flammes n'atteignent sa cime. Et son écorce très épaisse protège sa partie vitale de la chaleur. Le pin gris du Canada et le pin tordu, quant à eux, ont besoin du feu pour se reproduire. Leurs cônes sont enduits d'une couche protectrice de résine qui ne fond qu'à très haute température. Exposés au feu, ils s'ouvrent et libèrent leurs graines sur le lit de cendres fraîches où elles pourront germer. L'épinette noire dépend elle aussi des incendies pour se régénérer. Cette espèce est répandue dans toute la taïga. On la reconnaît à sa silhouette élancée, couronnée de cônes prêts à s'ouvrir au contact du feu. Contrairement à d'autres conifères, l'épinette noire ne se débarrasse pas de ses branches mortes, comme pour inviter les flammes à monter à l'assaut de sa cime. Mais l'attente peut être longue, car plusieurs siècles peuvent s'écouler entre deux incendies. Le Canadien Gary Reissy arpente la forêt boréale depuis plus de 40 ans. Spécialiste en écologie forestière, il inspecte une zone boisée qui paraît jeune, malgré son grand âge. Le tronc de ce conifère fait à peine 10 cm de diamètre, bien qu'il ait 75 ans. Une forêt bien préparée au feu a généralement cette apparence. L'une de ses caractéristiques essentielles se trouve au sol. Il est couvert de mousse. Ce tapis forestier présente une forte acidité, accentuée par les aiguilles des conifères. Les arbres et le bois mort qui tombent sur cette litière se conservent comme des légumes en saumure. Les conifères acidifient le sol en perdant leurs aiguilles. En raison de ce milieu très acide, la décomposition est très lente et la mousse qui constitue autant de combustible ne cesse de proliférer. Il s'agit là d'une vieille forêt d'épicéas qui n'évoluera plus beaucoup. Le sol est jonché de débris de bois, c'est-à-dire de biomasse combustible. Cette forêt s'embraserait très facilement. Il suffirait d'une étincelle, un impact de foudre ou un feu de camp mal éteint. Si cette mousse plumeuse s'asséchait, elle formerait une couverture continue de combustible potentiellement inflammable. En plus, les branches montent du sol jusqu'au houppier. Les conditions sont idéales. Même un feu rampant peut profiter de cette continuité de combustible pour s'élever du sous-bois jusqu'aux cimes et déclencher un incendie beaucoup plus agressif. Une simple étincelle trouverait ici un terrain favorable pour tout embraser. Si cette forêt a échappé aux flammes jusqu'à maintenant, c'est juste par chance. Un départ d'incendie peut évoluer de manière très différente. Si les flammes restent confinées à la surface, elles se contentent de brûler la strate herbacée et le bois mort sans causer de gros dégâts sur le long terme.
Dans de rares cas, le feu pénètre la mousse et se transforme en feu de profondeur. Dans la forêt boréale, ces feux de tourbe peuvent couver pendant plus d'une année, y compris sous un épais manteau de neige hivernale. Les incendies les plus dévastateurs se produisent quand les flammes d'un feu de surface s'attaquent au tronc pour gagner les houppiers. Ces feux de cime dégagent énormément de chaleur et se propagent beaucoup plus vite que les feux de profondeur ou de surface. Chaque année au Canada, des milliers de feux de forêt ravagent la forêt boréale. La plupart s'éteignent d'eux-mêmes. Les feux de cime sont les plus destructeurs. S'ils ne représentent que 3% des incendies, ils sont responsables de 97% des dégâts. Dans les cas les plus extrêmes, le panache de fumée se disperse très haut dans l'atmosphère et neutralise l'action de la couche de nuages blancs qui refroidit la taïga. Et si la vapeur d'eau se condense autour des particules de cendres, on assiste à la formation de pyrocumulus. Ce type de nuage génère des foudres sèches qui s'abattent en avant du front de flamme, déclenchant ainsi d'autres foyers d'incendie. Certains embrasements dévorent des milliers d'hectares, notamment quand plusieurs feux isolés se rejoignent. Ces méga-incendies sont quasi incontrôlables. Imprévisibles, ils changent constamment de direction, progressant par vagues ou par sautes de feu. Quand ils ne menacent aucune zone habitée, les autorités attendent qu'ils s'éteignent d'eux-mêmes. Les feux de surface, qui surviennent surtout en Sibérie, consument uniquement la litière de la forêt. Leur taux d'émission est donc relativement faible, puisqu'ils rejettent en moyenne 1,3 kg de carbone par mètre carré. Au Canada et en Alaska, où les feux de cime sont fréquents, la quantité de carbone consumée est nettement plus élevée, parce que ce type de feu brûle non seulement la matière organique de la litière, mais aussi la canopée. Les taux d'émission sont donc considérables, de l'ordre de 2,6 kg de carbone par mètre carré. C'est-à-dire 2 fois plus que ceux d'un feu de surface en Sibérie. Face au spectacle de désolation qui perdure pendant des mois après l'incendie, on a du mal à imaginer que ces zones calcinées vont bientôt se couvrir de nouvelles pousses. Le paysage créé par les flammes semble pétrifié en une gigantesque nature morte. Carbonisée, la végétation évoque la radiographie d'un squelette. Des racines mises à nu révèlent la fusion de différentes espèces d'arbres qui, hier encore, partageaient des nutriments. À présent, tout n'est que cendre. Mais cette image de dévastation généralisée est trompeuse, car la terre brûlée couvre déjà les germes d'une nouvelle vie, que seul un œil exercé peut déceler. Ce que je vois autour de moi, ce n'est pas une forêt qui a disparu. Bien sûr, les arbres qui s'élevaient ici sont morts. Mais ce que je vois, c'est un nouveau départ. Le sol forestier se couvre partout de germes et d'herbes. C'est la première phase, le point zéro d'une nouvelle forêt. Cette forêt a brûlé il y a 1 an. Vu du ciel, les signes d'un renouveau sont invisibles. Il faut y regarder de près. Pour l'écologiste expérimenté, il ne fait aucun doute que cette forêt va renaître de ses cendres. Les petites plantes sont les premières à repousser. L'épilobe en épi a survécu aux flammes grâce à son système racinaire très étendu.
et se hâtent de fleurir pour développer quantité de graines. Surnommée herbe à feu, cette plante aux jolies fleurs violettes figure sur le drapeau du territoire canadien du Yukon. L'absence de couvert forestier favorise la croissance des myrtilles. Grâce à un ensoleillement généreux et un sol fertilisé par les cendres, elles se propagent rapidement. Mais elles s'éclipseront à mesure que la canopée régénérée les replongera dans la pénombre. Au pied de ce bouleau calciné, des rejets font déjà leur apparition. La souche se met à buissonner. Dans quelques années, le tronc mort cédera la place à de jeunes bouleaux. Dès que leurs germes sortent de terre, épicéas et pins se livrent une concurrence féroce pour l'accès à la lumière et aux nutriments. Pour l'heure, les deux essences se différencient à peine. Le pin pousse légèrement plus vite, si bien que l'épicéa patientera sous son ombrage pendant des décennies, avant de finalement dominer la canopée. Pendant à peine 5 mois par an, le soleil dispense suffisamment de lumière et de chaleur pour que la forêt boréale puisse non seulement survivre, mais croître. Pendant cette courte période, les plantes font le plein d'énergie. 15 ans après le passage des flammes, les arbres s'entremêlent au sous-bois, entre concurrence et entraide. Juste après l'incendie, c'est chacun pour soi. Mais à mesure que les arbres grandissent, les branches finissent par se chevaucher et certains arbres en dépassent d'autres. C'est là qu'ils commencent à former une communauté. Pendant que la forêt repousse, les espèces qui ont une croissance plus rapide, comme le pin gris et le bouleau, déploient leurs ramures pour former une nouvelle canopée, d'où émergent encore les troncs morts de l'ancienne forêt. Leur feuillage intercepte la lumière du soleil qui a désormais du mal à filtrer jusqu'au sol. À l'ombre de ces espèces, l'épinette noire n'a aucun mal à pousser, car il lui faut peu de lumière. Sous les épinettes, il y a les myrtilles, qui ont colonisé le terrain peu après l'incendie. Elles disparaîtront à mesure que la canopée se refermera sur elles, empêchant peu à peu la lumière d'atteindre le sol. Les mousses et les lichens sont les membres les plus discrets de cette communauté en pleine expansion. Capables de se développer aussi bien sur les substrats pauvres que sur la roche nue, ces plantes pionnières forment un écosystème à part. Certaines espèces ressemblent à des coraux. Plus la litière de mousse est épaisse, plus elle devient acide. Ce taux élevé d'acidité ralentit finalement la croissance de toute la forêt, ce qui contribue à l'accumulation de carbone à long terme. Au fil du temps, on assiste à une succession de mousses d'espèces différentes qui vont peu à peu former le nouveau tapis forestier. Mais ce processus s'accompagne aussi d'une acidification du sol. 30 ans après le ravage des flammes, la forêt n'est encore qu'un enchevêtrement confus de plantes variées qui rivalisent entre elles pour capter une lumière toujours plus rare. À ce stade, la physionomie de la forêt est déterminée par des arbres à croissance rapide tels que les pins et les bouleaux. Entre-temps, ces derniers sont devenus des troncs solides. Le tronc qui leur a donné naissance s'est brisé et s'enfonce dans la mousse. À l'étage inférieur, des trembles se feraient un chemin vers la lumière, prêts à supplanter les bouleaux qui finiront par tomber. Ces frêles épicéas attendent leur heure. L'ombre ne les gêne pas. Leur croissance est très lente mais régulière. Dans quelques décennies,
leurs cimes élancées domineront cette forêt. Le temps nous dira combien d'arbres cette terre pourra nourrir dans les 10 ou 20 années à venir. Beaucoup d'arbres vont mourir pendant ce laps de temps. C'est une lutte pour la survie. Pendant sa croissance, la forêt absorbe de grandes quantités de carbone. Les arbres les transforment en biomasse, grâce à la photosynthèse, l'eau et d'autres éléments nutritifs présents dans l'air et le sol. Le dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère par le brasier se voit ainsi peu à peu capturé et stocké. Mais combien de temps faut-il à une forêt renaissante pour absorber les émissions de carbone générées par un feu de cime? On peut se demander si la vitesse phénoménale de la régénération d'une forêt favorise l'absorption de grandes quantités de carbone. Le calcul n'est pas évident, parce que l'origine de ce repeuplement est un incendie qui a consumé énormément de carbone. Il a provoqué un taux d'émission très élevé, auquel s'ajoute le gaz carbonique rejeté par le bois mort, qui continue de se décomposer pendant que la nouvelle forêt grandit. Donc, cette phase de croissance présente encore de grandes pertes de CO2 dans l'atmosphère. Dans les forêts qui se renouvellent avec des espèces résistantes au feu, comme c'est le cas en Sibérie avec les pins sylvestres et les mélèzes, les arbres vivent beaucoup plus longtemps. Ils sont 2 fois plus vieux en Sibérie qu'au Canada. Cette longévité leur permet de stocker davantage de carbone, parfois pendant des siècles. Et ça, c'est un puits de carbone nettement plus efficace, puisque ce carbone est retiré de l'atmosphère à très long terme. Le développement fulgurant de la jeune forêt ralentit peu à peu. Devenue adulte, elle poursuit sa croissance à un rythme de croisière. Cette parcelle de la taïga canadienne a brûlé il y a plus de 200 ans. Aujourd'hui, elle est couverte d'une végétation clairsemée. Les espèces pionnières, bouleaux, pins et trembles, ont cédé la place aux épicéas. Seuls survivants de cette sélection naturelle, ces derniers se passent même de semences pour se reproduire. Ils se multiplient spontanément grâce à l'enracinement de leurs branches tombantes. La litière de ces rejetons d'épicéas se compose de lichen et de mousse. Gary Reissy étudie comment et à quelle vitesse se développe cet épais matelas. Pour le chercheur, le rôle de ces plantes au ras du sol est crucial. Non seulement pour la croissance des jeunes conifères, mais aussi pour la régulation du climat à l'échelle mondiale. Ces épicéas poussent sur cette couche de mousse plumeuse qui fait 30 cm d'épaisseur à partir de la roche. Elle est essentiellement composée de pleurosie dorée, l'une des mousses les plus répandues dans le monde. Telle qu'elle est ici, elle constitue un puits de carbone. Si on la soulève, on tombe sur une mousse déjà plus dégradée. Mais même là, la décomposition n'est pas totale. C'est juste de la matière végétale morte. Dans la forêt boréale, le bois mort, noyé dans la mousse, se conserve durablement. D'autant plus que cette épaisse litière forme un isolant thermique qui maintient constamment le sol à une température inférieure à 0 degré. Il en résulte le permafrost, une strate composée de mousse, de roches et de matière organique qui ne dégèle jamais. Dans les prolongements septentrionaux de la taïga, la mousse est si dense et le permafrost si profond qu'on observe des soulèvements de terrain qui sont autant d'îlots boisés. Presque entièrement constitué de permafrost, le sous-sol de la taïga accumule du carbone depuis la dernière période glaciaire. Malgré sa croissance lente, la forêt du Grand Nord stocke ainsi 2 fois plus de carbone que les forêts tropicales luxuriantes.
Pour l'heure, la forêt boréale est encore le grand réfrigérateur de la planète, rempli de carbone à ras-bord. Mais l'industrie des matières premières pille ses réserves à plein régime, avec pour conséquence le dégel des glaces éternelles. Au Canada, on déboise plus de 4000 km² de forêt boréale par an, soit la moitié de la superficie de la Corse. En Russie, le bilan s'élève à 64 000 km² de coupe annuelle, ce qui équivaut à plus de 5 fois la superficie de l'Île-de-France. Comparé à l'émotion suscitée par la déforestation tropicale, la destruction de la forêt boréale se déroule dans une relative indifférence de l'opinion publique. Quand les arbres finissent en bois de construction, le carbone reste piégé. Mais près de la moitié des arbres abattus au Canada est transformé en cellulose. Les arbres de cette parcelle sont destinés à l'exportation vers les États-Unis. Ils finiront en couches et compresses pour personnes âgées. Aujourd'hui, les vastes étendues de la taïga portent partout les traces de l'exploitation forestière intensive. L'empreinte carbone de l'industrie du bois contribue elle aussi au réchauffement climatique, mais elle est largement dépassée par les émissions de gaz à effet de serre liées aux conséquences catastrophiques de la fonte du permafrost. Le cycle immuable qui déterminait l'écosystème de la taïga depuis des millénaires s'est emballé. Dans les régions subpolaires, le climat évolue 2 à 3 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Les signes de cette évolution sont déjà visibles partout. À la lisière méridionale de la taïga, l'arbre le plus répandu est le peuplier faux-tremble, communément appelé tremble. Il doit son nom à ses feuilles qui s'agitent au moindre souffle d'air. Cette espèce se multiplie surtout par la racine, en émettant des rejets loin de l'arbre mère pour produire des individus génétiquement identiques. La racine commune à tous ces clones peut avoir plusieurs milliers d'années. En Russie, les peupliers couvrent plus de 23 millions d'hectares, et au Canada, une forêt de tremble s'étend sur plus de 1500 km. Mais on entend de moins en moins le bruissement de leur feuillage. Selon une étude du gouvernement canadien, près des 2/3 des tremblets de l'ouest du pays ont dépéri au cours des 10 dernières années. En cause, des périodes de sécheresse accompagnées de ravages par les insectes. Les trembles sont des arbres très résistants. Quand des insectes dévorent leur feuillage, ils le renouvellent aussitôt. Mais la sécheresse affaiblit leurs défenses immunitaires, et si les températures ne baissent pas, l'infestation par les insectes persiste. Avec le réchauffement climatique, des scientifiques canadiens craignent que le tremble ne disparaisse totalement de la forêt boréale de l'ouest du Canada. La sécheresse associée à une saison des insectes prolongée met également les résineux à rude épreuve. La mythe sibérienne et le dendroctone du pin détruisent des forêts entières de conifères. Mandaté par le gouvernement canadien, le technicien forestier Roger Brett observe la propagation de ces nuisibles pendant tout un été. Le dendroctone du pin est un scolyte qui s'attaque aux arbres déjà fragilisés, ce qui lui rend la tâche facile. Chacun de ces arbres présente des trous par lesquels les insectes sont entrés dans le tronc. L'arbre réagit par réflexe en sécrétant de grandes coulées de résine, pendant que l'insecte cherche à affaiblir ses défenses.
Les scolites femelles pénètrent dans l'arbre et creusent de longues galeries verticales pour y déposer leurs œufs. Après leur éclosion, les larves forent des galeries horizontales perpendiculaires aux galeries de ponte. Ces larves sont porteuses d'un champignon qui enrahit le flux de résine. Le brunissement des cimes témoigne d'une telle attaque. Au cours des 30 dernières années, les dégâts causés par les insectes ont considérablement augmenté dans tout l'ouest du Canada. Le dendroctone du pin n'est pas le seul en cause, mais il est représentatif. Sa population a explosé et il continue de se propager vers le nord et vers l'est. Mais on voit aussi le dendroctone de l'épinette s'étendre de l'intérieur de la Colombie-Britannique jusqu'en Alberta. Les deux sont des ravageurs endémiques, mais les infestations qu'on observe depuis quelques années sont directement liées au réchauffement climatique. Les assaillants empêchent la sève de circuler et l'arbre finit par mourir. Les pins infestés virent au roux et la forêt prend des couleurs automnales. En réalité, les arbres au feuillage toujours vert dépérissent. Aujourd'hui, de vastes régions des montagnes rocheuses sont hérissées de silhouettes fantomatiques. Même dans l'extrême nord, où la taïga rejoint la toundra, le climat est désormais plus chaud. Une invitation pour les arbres à migrer vers des latitudes plus septentrionales. Le peuple cri qui habite ces terres voit le paysage changer. Sam Hunter observe l'impact du réchauffement climatique sur les conditions de vie de son peuple. On a commencé à voir des arbres pousser ici et là jusqu'à la côte. Et des saules se sont mis à proliférer dans la prairie, où il n'y avait que de l'herbe il y a encore 30 ans. Maintenant, toute la côte est envahie par toutes sortes d'épicéas, de mélèzes et de peupliers. Dans la taïga septentrionale, les arbres colonisaient jusqu'ici les reliefs formés par le permafrost. Maintenant que la glace souterraine est en train de fondre, ils tombent un à un, comme une maison soudain privée de ses fondations. Le sol s'affaisse et tout ce qui pousse sur ces berges meurt. Les arbres qui commencent à pencher sont appelés les arbres ivres, puis ils tombent et forment des tourbières. Les tourbières sont constituées de matière organique qui se décompose très lentement dans une eau stagnante et froide. Le long des berges touchées par la fonte du permafrost, tout meurt à mesure que la végétation disparaît. Le dégel du permafrost libère du méthane. De temps en temps, on voit des bulles monter à la surface. On peut même entendre ce bouillonnement. La matière organique conservée dans le sous-sol depuis des millénaires dégèle et sa décomposition produit du méthane, un gaz à effet de serre 30 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Lentement et dans l'indifférence générale, la taïga entre dans un cercle vicieux. La décomposition des arbres et la fonte du permafrost libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Ces émissions réchauffent l'atmosphère et la taïga s'assèche de plus en plus. Les conditions favorables aux incendies sont réunies. Mike Flanagan est un spécialiste des feux de forêt et de l'atmosphère. À mesure que l'atmosphère se réchauffe, l'évaporation de l'eau contenue dans la matière combustible des forêts s'accélère de façon presque exponentielle. Tant que les pluies ne compensent pas ce phénomène, ce combustible s'assèche de plus en plus. Or, les modélisations de scénarios futurs semblent indiquer qu'il n'y aura pas d'augmentation des précipitations. La matière combustible sera donc plus inflammable. C'est un réel danger, parce que ça favorise les départs de feu et leur propagation. Et vu la quantité de combustible disponible, ça augmente leur intensité. En conclusion, ces feux plus nombreux seront plus difficiles, voire impossibles à maîtriser. L'équilibre entre le cycle de feu et la régénération de la forêt est rompu. Il s'est mué en cycle infernal, aux effets insidieux, car plus il fait chaud, plus les orages de foudre se multiplient.
Dans les forêts boréales d'Amérique et de Russie, le cycle de feu s'est raccourci. Les incendies sont plus fréquents, plus étendus et aussi plus intenses qu'avant. Désormais, nos forêts ne sont plus des puits de carbone qui absorbent les gaz présents dans l'atmosphère, mais des sources de carbone, en raison surtout de perturbations telles que l'augmentation des insectes et des maladies. C'est un changement considérable par rapport au passé. Les feux attaquent plus profondément la tourbe, qui renferme une grande quantité de carbone. La tourbe est un héritage de carbone qui s'est accumulé au cours de plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, elle brûle plus fréquemment qu'autrefois et libère autant de carbone que la consommation mondiale d'énergie fossile. Le problème des incendies ne se limite pas au Grand Nord sauvage. Aujourd'hui, il peut très bien toucher les villes. Une forêt qui brûle dégage des panaches de suie. Ces particules de carbone noir absorbent la chaleur, ce qui entraîne des températures encore plus élevées. En plein été, les métropoles suffoquent dans un brouillard de fumée. L'impact le plus important des incendies de forêt est la libération de dioxyde de carbone et de noir de carbone dans l'atmosphère. Les deux favorisent le réchauffement climatique. En plus, les incendies de forêt sont nocifs pour l'homme. Fumer n'est pas bon pour la santé, comme on sait. On me demande très souvent si la forêt va disparaître avec l'augmentation des incendies. Effectivement, elle disparaîtra si elle brûle à intervalles trop rapprochés, parce que les arbres n'auront plus le temps de produire des graines viables. Il leur faut des années et des années pour ça. À la fin, il n'y aura plus que de l'herbe et quelques buissons peut-être. La disparition de la taïga en tant que puits de carbone est une catastrophe pour toute la planète. Mais c'est d'abord la perte d'un habitat naturel. Les premiers à en pâtir sont la faune et la flore, mais aussi les hommes. Située au cœur de la taïga canadienne, la ville de Fort McMurray compte 80 000 habitants. Comme la plupart des villes de la région, elle s'est développée autour de l'exploitation de gisements naturels, en l'occurrence du pétrole. Fort McMurray est le centre de l'industrie canadienne du sable bitumineux. Le secteur en plein essor offre de bons salaires et attire des gens des quatre coins du Canada. Et ils sont nombreux à rester, séduits par une vie en pleine forêt. Erin Fleming, qui a grandi ici, travaille pour la municipalité. Ces terrains ont été aménagés à proximité immédiate de la forêt boréale. Et c'est pour ça que les gens ont acheté ces maisons. Avant de venir s'installer à Fort McMurray, les gens n'imaginent pas à quel point c'est beau. Mais quand ils arrivent et qu'ils le voient, ils disent « Waouh, on est entouré de forêt ». Moi, j'aime la nature. J'ai passé ma vie entre cette nature sauvage et la ville. Fort McMurray est réputé pour ça. En mai 2016, la forêt s'est embrasée non loin de la ville. 2 jours plus tard, le vent a tourné et le feu s'est abattu sur elle. Il est là, tout près de la route. C'était la panique. Les gens abandonnaient leurs voitures et s'enfuyaient en courant. Des véhicules de secours nous dépassaient en trombe pour essayer d'atteindre les zones en feu. Les forces de l'ordre essayaient de faire avancer le trafic. C'était le chaos le plus total. Bilan, 2400 habitations parties en fumée. Avec des dégâts estimés à environ 10 milliards de dollars, c'est la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire du Canada. On a tout perdu. Notre maison, nos affaires personnelles, les arbres, tout. 2 ans après l'incendie, la moitié des maisons sont déjà reconstruites. Mais il reste difficile de faire le deuil de la forêt qui a brûlé.
Quand je suis retournée à Fort McMurray après le feu de forêt, j'ai pleuré. L'ampleur des dégâts était incroyable. J'avais pourtant vu des vidéos sur les réseaux sociaux, mais le voir de mes propres yeux m'a totalement bouleversée. Ma propriété est passée d'un hectare de terrain boisé à un hectare de désert. Les chevreuils et d'autres animaux sauvages ne viennent plus sur mon terrain parce qu'il n'y a plus un seul arbre, rien que de la poussière. Les oiseaux aussi sont devenus plus rares. C'est vrai qu'ils reviennent maintenant, mais ce n'est plus comme avant. Les gens aiment la proximité de la forêt, mais aujourd'hui le lien avec elle est détruit. Les gens du coin sont tous affectés par cette perte. Les habitants de Fort McMurray savent que leur ville est synonyme d'émissions de gaz à effet de serre. Les avis divergent. Certaines personnes pensent que c'est le changement climatique qui a provoqué ou contribué à créer ce feu, en l'attisant d'une certaine manière. Mais les gens font tant d'efforts pour remettre les choses en état, pour reverdir la nature, qu'on a l'impression qu'ils essaient de rendre à la nature ce qu'ils lui ont pris. Le déboisement massif des alentours de Fort McMurray a commencé dans les années 1970 avec l'extraction des sables bitumineux. La compagnie Syncrude exploite le plus grand gisement du monde. L'énergie nécessaire à la transformation du bitume en pétrole émet à elle seule 10% des gaz à effet de serre générés par l'activité humaine au Canada. La mine à ciel ouvert s'étend sur 900 km². Depuis quelques années, Syncrude réhabilite les gisements désaffectés. À ce jour, 38 km² ont été revégétalisés. L'ingénieure écologue Jessica Piercy est la coordinatrice du programme de reboisement. Ce site a été exploité de la fin des années 1970 jusqu'en 2000 environ, quand le gisement s'est épuisé. Aujourd'hui, nous le remblayons pour rehausser le terrain et le réhabiliter progressivement. Nous nous efforçons d'imiter la nature en étudiant l'écosystème des zones humides naturelles. Cela nous indique combien de collines et de vallées nous devons aménager. Et à partir de là, nos paysagistes peuvent se montrer un peu créatifs, en y intégrant ce qui leur paraît sympa sur le plan esthétique. Nous plantons différentes espèces d'arbres, mais aussi des buissons. Ça ne ressemble à rien pour l'instant, mais dans 10, 20 ou 50 ans, ce site pourra redevenir un refuge pour la vie sauvage. Ce sera un parc de zones humides et de terres sèches, et on espère qu'il s'intégrera parfaitement à cet écosystème. Cette nature recréée par l'homme est censée absorber une partie des gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère par l'exploitation du sable bitumineux. Le marais de Sand Hill est très jeune, mais il est devenu un puits de carbone au bout de 2 ans. Jessica Piercy est convaincue que ces efforts compensent des dégâts qui ne peuvent être évités. Il est illusoire de croire que la production pétrolière et les forages vont s'arrêter. Mais pour moi, c'est du développement durable si on réussit à reboiser les anciens gisements. J'adore la nature, j'ai grandi à son contact et ce travail m'offre la possibilité de l'aider. Entre-temps, le premier site restauré abrite un troupeau de bisons. Ces grands herbivores ont été introduits. D'autres animaux sont venus d'eux-mêmes. Les castors reviennent. On voit une grande hutte là-bas. Nos caméras ont aussi filmé des cerfs, des élans, des lynx. Et il y a 2 semaines, on a visionné les images et on a vu une maman lynx avec son petit. À part ça, il y a des ours. D'ailleurs, j'ai toujours mon répulsif dans la poche. On est ravis que la vie sauvage reprenne ses droits ici. C'est une étape importante dans ce projet de restauration. On voit la mine et on se dit que tout peut reverdir. Bien sûr, ça prend du temps. Il faudra peut-être 50 ans, peut-être un siècle, mais si nous rendons tout ça à la nature, il s'agit pour moi de développement durable des ressources. Face aux défis titanesques,
l'ingénieur écologue ne baisse pas les bras. À mes yeux, la forêt a une valeur inestimable. La forêt est un enjeu pour l'environnement à l'échelle mondiale. Elle est essentielle pour la vie sauvage et pour l'eau. Pour moi, il est important que l'homme soit en lien avec la nature. Si on perdait ça, alors ce serait grave. La forêt boréale m'impressionne par ses grands espaces et son étendue. C'est l'une des dernières forêts au monde qui soit véritablement sauvage et rythmée par des cycles naturels. Quand on la survole en hélicoptère, on a l'impression de survoler un océan de verdure. C'est merveilleux et vraiment saisissant.